Les plus grands rebondissements de l'histoire. Des soldats au réservoir de Chosin, sauvés par des bonbons, en novembre 1950, pendant la guerre de Corée, les États-Unis. La première division des Marines, avec 2 régiments américains. Un détachement de Royal Marines britanniques et un contingent de troupes sud-coréennes totalisant environ 15 000 hommes au total ont affronté une armée chinoise d'environ 120 000 et se sont rapidement retrouvés complètement encerclés. Isolés de leur ravitaillement, ils ont dû se fier au parachutage constant pour poursuivre les combats. Alors que les températures chutaient à moins de 30 degrés Fahrenheit négatifs, la situation devenait de plus en plus désespérée, alors qu'ils affrontaient vague après vague de troupes chinoises, déterminées à anéantir les forces de l'Organisation des Nations Unies. Les combats acharnés ont rapidement épuisé les munitions des Marines américains, surtout les obus de mortier de 60 mm. Appelant à être réapprovisionnés, les opérateurs radio utilisaient le mot de code « Tootsie Roll » pour demander davantage de ces pièces d'artillerie vitale. Malheureusement, les opérateurs radio de l'Air Force qui ont reçu le message n'avaient pas accès au livre de code du corps des Marines et ont pris la demande au pied de la lettre. Des avions cargo ont été chargés de palettes de la friandise chocolatée et moelleuse, et étaient bientôt en route pour les troupes assiégées dans la Chosin Réservoir. Au début, déconcertés, et sans doute agacés par cette livraison étrange, les Marines et les autres soldats sur place ont rapidement trouvé que les bonbons étaient un bonus inattendu. Avec les températures glaciales, les rations sang normal seraient littéralement congelées, rendant leur consommation généreusement décrite comme difficile. Réchauffés sous les selles d'un soldat, les Tootsie Rolls fournissaient un rapide coup de pouce énergétique pour les troupes affamées. C'est exactement pour cette raison que des bonbons étaient fournis à l'armée au départ. Le bonbon moelleux et sucré a été donné pour la première fois aux Marines aussi loin que la Première Guerre mondiale comme une source d'énergie pratique. Ils ne fond, ni ne se brisent aisément comme un chocolat ordinaire. Ils étaient si omniprésents que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Marines figuraient dans les publicités pour les bonbons, et les Tootsie Rolls ont continué jusqu'à la guerre de Corée. En plus de l'énergie fournie, qui a soutenu les troupes affamées, les bonbons avaient d'autres utilisations. Une fois décongelé, il a la consistance de l'argile, facilement moulable dans la forme désirée, et dans les températures glaciales, il se solidifie rapidement. Les bonbons servaient à boucher les trous de balles dans les véhicules militaires. Maintenir ensemble des conduits de carburant fendus par le froid, se resolidifiant en une masse solide maintenant les pièces endommagées. Et il y a même eu des rapports de Tootsie Rolls utilisés comme bandage de fortune, bouchant les blessures par balles chez les troupes blessées. En regardant la situation, le haut commandement a réalisé que les troupes à Chosin seraient anéanties si elles continuaient à défendre la position plus longtemps, et un retrait a été ordonné. Alors que les Marines s'assiégeaient et d'autres se frayaient un chemin à travers les lignes chinoises, il ne manquait pas de véhicules et de soldats eux-mêmes qui étaient maintenus ensemble par des bonbons. Il est possible que le récit et l'efficacité des Tootsie Rolls dans une zone de combat aient été exagérés au fil des ans, mais il ne fait aucun doute que plus d'un de ceux qui étaient stationnés à Chosin doivent leur vie à la grande réserve de ces bonbons. Après la bataille, les survivants se sont surnommés les Chosin Few, bien que plus d'un se soit donné le surnom de Marines Tootsie Roll. Cela montre simplement qu'une erreur apparente peut se transformer en un avantage inattendu. La flotte japonaise a été détruite par une intuition. Après l'attaque surprise contre Pearl Harbor, la marine américaine était impatiente de porter un coup dévastateur à la flotte japonaise. Après un affrontement indécis lors de la bataille de la mer de Corail, les 2 marines se sont affrontées à la Pac-Chonde quelques mois plus tard, se disputant le contrôle de la petite île du Pacifique de Midway. 4 porte-avions américains ont lancé leurs avions dans le but de rechercher et de détruire le nombre égal de porte-avions japonais alignés contre eux. Le 4 juin 1942, le commandant du groupe aérien de l'United States Ship Enterprise, le lieutenant Clarence Wade McCluskey, menait une formation de 32 bombardiers en piqué Dauntless, se dirigeant vers la position de la flotte japonaise. McCluskey a été déconcerté par la décision d'envoyer à la fois des bombardiers torpilleurs et des chasseurs dans des vagues séparées, et son vol avait peu de coordination avec les avions des autres porte-avions. Mais lui et ses hommes ont quand même poursuivi la mission. Ils se sont dirigés vers les coordonnées ennemies prévues, espérant surprendre les Japonais. Cependant, arrivés à destination, ils n'ont trouvé qu'un océan vide. Sans cibles en vue, McCluskey a commencé une recherche approfondie de la zone, tournant à l'ouest puis au nord-ouest, dans une tentative de retracer l'itinéraire possible que les Japonais avaient pris. Après des kilomètres de recherche infructueuse, il s'est résigné à l'échec et a ramené son avion et le reste de sa formation vers l'Enterprise. C'est alors que la main du destin est intervenue. Sous eux,
Il y avait le sillage distinct d'un navire que McCloskey pensait être un croiseur, mais qui s'est avéré être le destroyer japonais Arashi, envoyé pour chasser le sous-marin United States Ship Nautilus. Il fonçait à pleine vapeur vers le nord-ouest, droit sur la flotte japonaise. Sur une intuition, McCloskey a fait demi-tour avec sa formation et a utilisé la proue pointue de l'Arashi comme une flèche. La formation s'est dirigée droit vers les porte-avions japonais pris au dépourvu. Les bombardiers torpilleurs américains, arrivés en premier, avaient attaqué en volant bas et lentement vers les porte-avions japonais, devenant des cibles faciles pour les chasseurs et les canons anti-aériens ennemis. Quand les bombardiers en piqué de McCloskey sont arrivés, les Japonais étaient concentrés sur les avions torpilleurs et beaucoup de leurs avions étaient retournés à leurs navires pour se réarmer et se ravitailler. Dans une position aussi vulnérable, les bombardiers ont lancé leur attaque. Les bombardiers de l'Enterprise ont concentré leur attaque sur deux des porte-avions, le Kaga et l'Akagi, afin de maximiser les dégâts. Pris au dépourvu, les navires japonais ont été touchés, causant de graves dommages. Le Kaga et l'Akagi étaient tous deux en flammes, et peu de temps après, une autre vague de bombardiers en piqué du Yorktown est apparue, qui a ciblé le Soryu. Tous les trois couleraient avant la fin de la journée, ne laissant qu'un seul porte-avions japonais, le Hiru, survivant de la bataille. Avec ce coup décisif, l'élan a fermement basculé en faveur des Américains, et les Japonais seraient sur la défensive pour le reste de la guerre. L'intuition de McCloskey et sa décision de suivre le sillage du destroyer japonais ont été perçues par beaucoup comme le tournant décisif de la bataille. L'amiral Chester Nimitz déclarerait plus tard que s'il n'avait pas pris cette décision de continuer à chercher la flotte japonaise et de rentrer chez lui, la guerre aurait duré 3 ans de plus. Lorsqu'il est revenu à l'Enterprise après la mission réussie, McCloskey a été amusé de constater que son avion avait été touché 55 fois. Maintenant, passons à un commentaire désinvolte détruit le mur de Berlin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nations capitalistes et communistes se sont affrontées dans la guerre froide, chaque camp luttant pour la suprématie. On peut dire que le plus grand symbole de cette division idéologique était le mur de Berlin. L'Allemagne a été divisée entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'Occident, de même que sa capitale, Berlin, partagée entre les deux blocs. Au cours des années intermédiaires, un flot de Berlinois s'est déplacé vers Berlin-Ouest, forçant les dirigeants communistes à ériger une barrière physique pour endiguer le flux. En 1961, le mur de Berlin a été érigé et s'est transformé en une épaisse barrière de béton pour empêcher toute évasion. Le mur était fortement gardé, surveillé en permanence, et l'accès à l'autre côté de la ville était soigneusement contrôlé. Les gardes avaient l'ordre de tirer sur quiconque tentait une traversée illégale. Au cours des décennies suivantes, les Berlinois de l'Est ont pris des risques incroyables pour s'échapper vers la liberté à l'Ouest, et le mur lui-même est devenu un symbole de répression et une représentation visible du rideau de fer qui divisait le monde. Les dirigeants occidentaux ont fortement plaidé pour la suppression de la barrière, le plus célèbre étant le président américain Ronald Reagan, exigeant que le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev démolisse ce mur. Les Berlinois de l'Est désiraient aussi ardemment la destruction du mur. Cependant, dans les années 80, un certain espoir existait. De nombreux régimes communistes étaient en train de se libéraliser, y compris les programmes Glasnost et Perestroïka de l'Union soviétique. En 1989, les Berlinois de l'Est ont manifesté en masse dans les rues pour exiger des réformes. En novembre, la direction de la ville savait qu'elle devait faire des concessions ou faire face à une catastrophe possible. Cédant à l'opinion populaire, les restrictions seraient assouplies sur les contrôles frontaliers vers Berlin-Ouest, permettant les traversées sans prérequis. Des restrictions seraient toujours présentes, mais nettement plus indulgentes qu'avant. Le 9 novembre, Günther Schabowski, porte-parole du gouvernement, a annoncé lors d'une conférence de presse une nouvelle politique qu'il venait de recevoir, sans avoir eu le temps de la lire lui-même. Interrogé sur la date de mise en œuvre des nouvelles politiques, Schabowski a balbutié « À ma connaissance, c'est immédiatement effectif ». En fait, cela devait débuter le lendemain, mais sur le moment, cela paraissait un détail négligeable. Il a également omis de mentionner que les passeports seraient toujours nécessaires et que d'autres restrictions resteraient en place. La conférence de presse a été diffusée à la télévision est-allemande, et peu après, les Berlinois de l'Est se sont rués dans les rues pour voir s'ils pouvaient passer à l'Ouest. Les gardes au mur n'avaient reçu aucune instruction mise à jour, et ont été choqués de trouver des centaines, puis des milliers de citoyens se rassemblant aux portes, exigeant de traverser. Sans choix et sans communication de leurs supérieurs, les portes ont été ouvertes, et les deux moitiés de la ville divisée ont été réunies une fois de plus. Les Berlinois de l'Ouest ont également pris d'assaut les rues pour saluer leurs membres de famille, amis
et compatriotes, après des décennies de séparation. Certains ont apporté des pioches et des marteaux-piqueurs et ont commencé à s'attaquer à la barrière, et le processus de démolition du mur de Berlin a commencé. Tout cela à cause d'un bureaucrate non préparé qui a fait une remarque impromptue. Le plan du roi Poison se retourne contre lui. Au 1er siècle avant la République romaine augmentait régulièrement son territoire et se trouvait dans une série de luttes fortement contestées pour le contrôle de l'Asie mineure. Leur principal adversaire était Mithridate, 6 rois du Pont, un royaume prospère dans le nord de l'Anatolie, en Turquie. Au cours de son règne, Mithridate a consacré ses énergies à éliminer la présence romaine dans la région, y compris l'organisation des vêpres asiatiques, une conspiration dans laquelle les percepteurs d'impôts romains, les propriétaires terriens et d'autres Italiens en Asie seraient massacrés, ainsi que plusieurs guerres dans lesquelles il a affronté les légions romaines, dirigées par des généraux brillants tels que Lucius Cornelius Sulla et Pompée le Grand. Malgré quelques succès, ses espoirs pour une Anatolie libérée de l'influence romaine ont été anéantis, lorsque, après une campagne réussie contre les pirates en Méditerranée, Pompée a repris l'effort de guerre contre le Pont et a écrasé l'armée de Mithridate. Fuyant vers ses possessions le long de la mer Noire, il se retira dans son palais à Panticapaium, aujourd'hui Kerch dans l'Ukraine moderne. Ne voulant pas être fait prisonnier, Mithridate a choisi de mettre fin à sa propre vie à l'aide de poison. Les complots et les intrigues étaient monnaie courante dans la politique du monde antique. Mithridate devait donc être constamment sur ses gardes contre les tentatives d'attentats contre sa vie. Cela a conduit à une fixation, frôlant l'obsession avec les poisons à tel point qu'il a gagné le surnom de roi du poison. Il a passé beaucoup de temps à étudier les poisons, se livrant même à une forme de toxicologie précoce, empoisonnant des prisonniers et des criminels et notant leurs effets. Il est également soupçonné d'avoir créé un antidote universel à tous les poisons connus, appelé Mithridacium. Fabriqué à partir de plus de 50 ingrédients, il serait réduit en poudre, mélangé avec du miel et transformé en un comprimé à mâcher, qu'il ingérerait régulièrement pour développer une résistance naturelle aux poisons. La recette exacte de cette panacée a malheureusement été perdue dans l'histoire. On croit également qu'il s'exposerait à de petites quantités de poisons comme l'arsenic et le venin de serpent pour développer une tolérance à leurs effets, espérant ainsi déjouer toute tentative d'assassinat. Avec les armées romaines approchant, Mithridate a ingéré une grande quantité de poison qu'il gardait dans le pommeau de son épée. Il est tombé gravement malade à cause de la substance, mais son immunité acquise lui a permis de survivre. Toujours en vie, le roi autrefois fier du Pontus a dû supplier un serviteur ou un mercenaire gaulois de l'achever avec une épée. Il y a une certaine controverse et conjecture sur l'ampleur de l'obsession de Mithridate pour le poison, et pourquoi sa dernière dose a échoué. La plupart des sources comptant sur sa vie proviennent des Romains, qui ont peut-être exagéré ses actions pour rendre l'histoire plus captivante. Selon la légende, Mithridate ingérerait publiquement des poisons pour montrer l'efficacité de son remède universel, bien que cela puisse être une supercherie élaborée conçue pour déjouer les tentatives d'assassinat avec des substances inoffensives prenant la place de toxines mortelles. Il est également possible que la dernière tentative était spécifique à la dose, et on sait qu'il l'avait partagée avec ses filles, pour éviter leur capture. Peut-être qu'il n'en restait pas assez pour obtenir le résultat souhaité, surtout que Mithridate était connu pour être un homme robuste et puissamment bâti, même à un âge avancé. Quelle que soit la raison, l'histoire se souviendra toujours de Mithridate VI de Pontus comme le roi du poison qui a échoué à s'empoisonner lui-même. Frédéric le Grand sauvé par un fan. Au cours de la guerre de 7 ans, la Prusse, sous la direction de leur empereur et brillant commandant militaire Frédéric II, mieux connu sous le nom de Frédéric le Grand, avait remporté des victoires étonnantes sur leurs adversaires. Bien qu'en infériorité numérique, les victoires à Rosbach et Lutten ont cimenté la place de Frédéric comme un commandant militaire prééminent dans l'histoire, admiré par les générations suivantes, y compris George Washington et Napoléon Bonaparte. Malgré le génie de Frédéric, en 1762, la situation était désespérée pour la Prusse. Ils étaient confrontés à une grande coalition composée de la France, de l'Autriche, de la Russie, de la Saxe, de la Suède et d'un certain nombre de petits États allemands, tandis que leurs alliés étaient les États allemands de Hanovre, de Hesse et de Brunswick, et leur seul allié non allemand était la Grande-Bretagne, qui était plus préoccupée par les affaires navales et leur territoire d'outre-mer, et fournissait un soutien limité sur le continent. En 1759, les armées prussiennes ont été vaincues lors de la bataille décisive de Konnersdorf, un coup dur pour leur effort de guerre. En 1760, Berlin est tombé aux mains d'une armée autrichienne et russe, bien qu'abandonnée 3 jours plus tard. Épuisés,
après avoir subi de lourdes pertes, entouré d'ennemis et avec un soutien extérieur limité, la défaite semblait inévitable. C'est alors que la Prusse a reçu un sursis inattendu. Le 5 janvier 1762, la tsarine Élisabeth, dirigeante de la Russie, est morte à 52 ans. Son neveu Pierre III lui succéderait. Presque immédiatement après son accession au trône, Pierre a mis fin à la guerre avec la Prusse. Il a rendu plusieurs territoires qui avaient été capturés par les forces russes et est même allé jusqu'à proposer une alliance avec leur ancien ennemi. Pierre était un grand fan de Frédéric, d'où son comportement. Pierre III est né sous le nom de Karl Peter Ulrich, Herzog von Holstein-Gotha, dans la ville allemande du nord de Kiel, près de la Prusse, et a passé ses premières années en tant qu'admirateur de la Prusse et de son roi. Lorsqu'il accéda au trône russe, il emporta avec lui cette admiration, refusant de prendre part à toute action agressive contre son héros. Sans le soutien de la Russie, la coalition anti-prussienne s'est effondrée, un événement qui a depuis été surnommé le deuxième miracle de la maison de Brandebourg. Avec l'un de leurs principaux rivaux désormais fermement de leur côté, Frédéric a réussi à éviter ce qui aurait presque certainement été une défaite décisive. Et dans le traité de paix subséquent, la Prusse a pu conserver des territoires qui auraient presque certainement été perdus, comme la Silésie, qui a été capturée à l'Autriche lors d'un conflit précédent. Cela a laissé la Prusse, autrefois au bord de l'effondrement, comme une puissance majeure en Europe. Pour sa part, l'admiration de Pierre pour tout ce qui est prussien n'a fait que l'aliéner de la noblesse de sa nation. Des années de lutte ont laissé les Russes presque victorieux sans rien pour montrer leurs efforts. Tout cela à cause de l'amour que leur nouveau leader avait pour une nation ennemie étrangère. Ceci, combiné à ses autres excentricités, a conduit à la courte règne de Pierre, renversé dans un coup d'état de palais seulement quelques mois après avoir pris ses fonctions. Il serait remplacé par sa femme, une autre noble née en Allemagne, Sophie Frederica Augusta, mieux connue dans l'histoire sous le nom de Catherine la Grande. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les rebondissements inattendus dans la vie réelle sont tout aussi dramatiques que tout ce qui peut être trouvé dans un scénario hollywoodien. Saviez-vous que le processus d'adaptation progressive au poison, suite à une exposition, est appelé mithridatisme, d'après Mithridate? Cette pratique controversée fonctionne réellement, bien que seulement contre certains poisons, venins et toxines. Le système immunitaire ne peut pas devenir résistant aux poisons qui s'accumulent dans le corps, comme la majorité des métaux lourds. Ceux-ci causeront des dommages au fil du temps. Un fait amusant. Une grande partie de la population mondiale pratique le mithridatisme sans le savoir, en développant une tolérance au poison le plus courant auquel nous sommes exposés. Et l'alcool. Santé.